Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro d'Actifs pour le futur, un magazine préparé avec les équipes d'Ecofi Investissement. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, nos invités, Pierre Valentin tout d'abord, le président du directoire d'Ecofi Investissement. Bonjour Pierre. Bonjour Vincent. Ainsi que Olivier Ken. Bonjour Olivier. Bonjour Vous êtes gérant, spécialiste du développement durable chez Ecofi. Et puis tout à l'heure, nous serons avec César Vitali, responsable de l'ISR également chez Ecofi. Au sommaire de cette émission, l'édito tout d'abord, intitulé Environnement, l'urgence. Nous verrons ce qu'il y a derrière le E de ESG, ESG pour environnement, social et gouvernance. Ensuite, ce sera le buzz du mois consacré au One Planet Summit qui s'est tenu récemment à Paris. Qu'en retenir de ce One Planet Summit? Puis ce sera le grand format dans lequel il sera question des batteries pour véhicules électriques. La demande explose. Avec quelles conséquences? Nous le verrons. Et puis ce sera le vrai faux de l'ISR dans lequel on verra si le dialogue avec les entreprises a ou non un impact. Actif pour le futur, c'est parti. ESG, c'est un acronyme que l'on a déjà évoqué ici, mais sur lequel nous avons jugé utile de revenir. ESG, c'est trois enjeux, l'environnement, le social et la gouvernance. Sans le savoir, eh bien vous en entendez parler tous les jours, car le E d'environnement est devenu une préoccupation centrale et majeure dans notre société. Ce critère environnemental, c'est non seulement la réduction des gaz à effet de serre, mais aussi la prévention des risques environnementaux ou encore la gestion des déchets. Après avoir été relégué, on peut le dire, au second plan par les politiques, l'environnement signe donc son grand retour. Rarement les gouvernements, les grandes entreprises, les médias n'auront autant mis en avant la nécessité de protéger l'environnement pour assurer notre avenir et celui de nos enfants. En 2002 déjà, on se rappelle, Jacques Chirac tirait la sonnette d'alarme au sommet de Johannesburg. La maison brûle et nous regardons ailleurs, disait-il, une formule qui restera dans toutes les mémoires. Fin 2015, la France était de nouveau à la manœuvre avec la COP21, lors de laquelle 195 délégations se sont engagées pour limiter le réchauffement climatique de la Terre à l'horizon 2100. Mais comme il ne faut jamais baisser les bras face aux climato-sceptiques, il y a eu le One Planet Summit en décembre dernier, une initiative d'Emmanuel Macron pour donner plus de substance aux engagements de la COP et impliquer davantage les grands acteurs économiques, qu'il s'agisse des banques, des industriels, des institutions internationales dans la lutte contre le changement climatique. Au final, un certain nombre d'engagements et de financements pour favoriser les énergies propres et la mise sous surveillance des activités hostiles au climat. Cette préoccupation de l'environnement, elle est aussi au cœur de la stratégie d'Ecofi Investissement. Efficacité énergétique, cycle de l'eau, biodiversité, énergie renouvelable, autant de notions qui participent à un développement plus équilibré de la planète et au bien-être des populations. Tout de suite, c'est le buzz du mois. Et pour ce buzz du mois, nous sommes donc avec Pierre Valentin, un buzz donc, Pierre, consacré au One Planet Summit de décembre dernier à Paris. Peut-on tout d'abord en rappeler les têtes d'affiche et les enjeux? Alors les têtes d'affiche, c'est Emmanuel Macron, bien sûr, accompagné du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et puis du président de la Banque mondiale. Alors quels sont les enjeux? Bon, très certainement, il s'agissait un peu de ranimer la flamme après la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. Il s'agissait de montrer que tous les acteurs, tous les pays restaient unis autour de l'objectif de réchauffement limité à moins de 2 degrés. Et il s'agissait aussi de rassurer toutes les parties prenantes aux États-Unis, hors l'État, c'est-à-dire les États fédérés, toutes les collectivités territoriales, les acteurs privés, pour montrer qu'ils n'étaient pas isolés. Et donc, il était très nécessaire de réunir tous ces acteurs et de donner un certain nombre d'engagements et aussi d'assurer le suivi de ces engagements. Alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti, quels en ont été les points forts, si on pouvait les résumer? Alors, les points forts, c'est 12 engagements qui sont très importants. J'en citerai quelques-uns qui sont, à mon avis,
particulièrement significatifs, celui de 16 pays et de 32 villes qui s'engagent pour la neutralité carbone en 2050, donc plus tôt que l'accord de Paris. Celui aussi, c'est l'objectif 7 de transport sans pollution. Alors ce qui est très intéressant dans cet objectif, c'est que parmi les initiatives qui concourent à cet objectif, il y a l'initiative prise par 8 États fédérés des États-Unis pour le développement des véhicules électriques. Donc on voit bien que même si Trump est sorti de l'accord de Paris, toute une partie des acteurs américains continuent de tirer dans le bon sens. Et puis enfin, l'objectif 12 me paraît très significatif et nous intéresse ici tout particulièrement, c'est la mobilisation des investisseurs institutionnels. Donc il y a 225 investisseurs institutionnels qui représentent plus de 26 000 milliards d'encours sous gestion, qui ont décidé d'agir ensemble auprès des entreprises les plus émettrices de gaz à effet de serre. Alors y a-t-il eu d'autres initiatives marquantes lors de ce sommet? Oui, il y a une initiative très marquante et qui a été une surprise d'ailleurs. C'est l'initiative prise par la Banque mondiale qui a déclaré qu'à partir de 2019, elle ne financerait plus l'exploration du pétrole et du gaz, ce qui est évidemment la première initiative d'une banque publique dans ce domaine. Chez Coffey Investissement, quelles actions avez-vous mises en place depuis ce sommet? Alors nous avons mis en place, non seulement depuis ce sommet, mais avant le sommet, il faut bien le reconnaître, des actions de dialogue et puis des actions de participation à des initiatives collectives. Alors justement, quelles actions, quelles démarches de dialogue avez-vous pu faire? Alors pour le dialogue, on s'est appuyé sur le rapport du WWF qui donnait le nom des 25 entreprises françaises qui impactent le plus les écosystèmes. Et nous avons décidé d'établir un dialogue avec 5 de ces 25 entreprises. Et donc sur chacun de ces dialogues, nous avons demandé aux entreprises françaises quelles actions elles comptaient entreprendre pour être en ligne en quelque sorte avec un objectif de réchauffement limité. Y a-t-il d'autres initiatives collectives sur le climat que vous avez signées? Oui, bien sûr, nous avons signé 8 initiatives, donc nous sommes présent dans pas mal d'initiatives collectives. Il faut dire qu'il y en a énormément, comme vous le voyez d'ailleurs sur cette diapositive. Mais il y en a une qui nous tient tout particulièrement à cœur, c'est Shareholders for Change. C'est une petite initiative pour le moment, une vingtaine de milliards d'encours sous gestion au total. Une initiative européenne qui vise à faire de l'engagement actionnarial sur 3 sujets principaux, le climat, les droits des travailleurs et la responsabilité fiscale. Et en termes de dialogue collectif avec les institutionnels, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors on parlait tout à l'heure de ces 225 investisseurs qui vont agir ensemble sur les 100 entreprises les plus émettrices de gaz à effet de serre. Nous avons rejoint cette coalition, nous avons donc signé cette initiative qui s'appelle Climate Action 100. Et puis nous avons aussi participé à Banking for a Low Carbon Future, qui est une initiative coordonnée par les principes de l'investissement responsable. Merci Pierre-Valentin. Vous restez avec nous, puisqu'à suivre, c'est le grand format sur le thème des batteries pour véhicules électriques. La demande explose, mais avec quelles conséquences? À tout de suite. Et dans ce grand format, on s'intéresse donc aux batteries pour véhicules électriques avec toujours Pierre-Valentin et Olivier Ken, donc, qui est en plateau avec nous. Pourquoi est-ce qu'on parle de plus en plus de ces batteries, tout d'abord, Pierre? Eh bien, d'abord parce que le transport est responsable d'une partie importante des émissions de gaz à effet de serre, c'est environ 25% des émissions de gaz à effet de serre. Mais évidemment, dans le transport, il y a aussi le transport aérien. Donc si on ne regarde que le transport terrestre, par véhicule, on est à 17%. Évidemment, ce secteur a tout son rôle à jouer dans la transition énergétique. A-t-on une idée de la taille de ce marché? Oui, alors le marché des voitures, c'est à peu près 100 millions de véhicules. Le marché des véhicules électriques, c'est pour l'instant 1 million. Donc c'est un relativement petit marché, mais qui croît à une très grande vitesse, puisqu'on pense que d'ici 2025, on sera autour de 10 millions de véhicules. Alors, il faut savoir que c'est un marché qui est assez dominé par la Chine, puisque sur 1 million de véhicules, il y en a à peu près 500 000 qui sont vendus en Chine. Et bien sûr, les grands leaders du marché sont les constructeurs chinois, BYD, Geely. Mais il faut quand même noter en Europe le point important du groupe Renault, puisque Renault et Nissan n'ont pas loin de la moitié du marché européen. Olivier, je me tourne vers vous. Quel est le principal moteur de ce développement? Le principal moteur, comme le mentionnait Pierre, est la législation, indiscutablement, puisque, comme vous savez, l'Europe s'est engagée à réduire ses émissions de 45% à horizon 2025. Donc ça passera nécessairement par le développement de véhicules hybrides et électriques.
On peut également citer indéniablement le succès commercial de Tesla, qui a fait passer le véhicule électrique du stade de prototype avec son Roadster au véhicule de masse, puisque le modèle 3 a enregistré à ce jour plus de 450 000 commandes et a entraîné un effet boule de neige auprès des constructeurs. Aujourd'hui, la majorité des constructeurs a annoncé sa feuille de route en termes de véhicules électriques. Donc on va avoir un effet, un driver qui va venir de l'augmentation de l'offre. Vous avez à peu près aujourd'hui 20 modèles, vous en aurez 58 à horizon 2020 qui ont déjà été annoncés. Donc la législation et une forte hausse de l'offre de la part des constructeurs. Alors Pierre, est-ce qu'il peut y avoir des freins tout de même à ce développement qui promet d'être exponentiel? Oui, il y a encore des freins, bien sûr. Il y a le frein du prix, il y a le frein de l'autonomie, et il y a le frein des infrastructures. Alors le frein du prix, en gros, un véhicule électrique, c'est à peu près 30% de plus qu'un véhicule à combustion, mais c'est quelque chose qui se rapproche progressivement parce que l'écart vient essentiellement du prix de la batterie. On compte à peu près aujourd'hui $200 par kilowattheure et on a une baisse d'à peu près moitié de ce prix tous les 5 ans. Sur l'autonomie, ce qu'on peut dire, c'est que ça reste un problème, mais un problème moindre qu'il y a quelques années, puisque les nouvelles générations de véhicules électriques offrent une autonomie de 250-300 km à peu près. Enfin, sur l'infrastructure, il faut évidemment avoir des bornes de recharge, et des bornes de recharge, il n'y en a pas tant que ça, puisque dans le monde entier, il y en a 1 million, donc c'est pas énorme. Cela dit, on pense qu'il y en aura à peu près 20 millions d'ici 2020, donc ce sera de plus en plus facile de recharger sa voiture. C'est très bientôt 2020, hein. Très très bientôt, hein. C'est vraiment demain. Olivier, cette industrie est très gourmande en matière première. Est-ce qu'on a une idée de l'impact? Oui, on a une idée de l'impact, mais quel est-il cet impact? Nous, on se concentre essentiellement sur 2 matières premières, le lithium, qu'on utilise pour les batteries lithium-ion, et le cobalt, qui est utilisé pour la fabrication des cathodes. Dans les 2 cas, il ne s'agit pas de ressources rares. En revanche, la capacité de production aujourd'hui n'est pas suffisante, compte tenu, Pierre le mentionne, de la forte demande. La demande est très nettement supérieure à l'offre. Vous avez à peu près 175 000 tonnes de lithium produit dans le monde. On estime que pour satisfaire la demande, il va falloir tripler ses capacités au cours des 3 prochaines années. C'est par ailleurs un marché assez intéressant d'un point de vue de l'investisseur, parce que le marché du lithium est en oligopole. En fait, vous avez 4 acteurs qui détiennent 85% du marché. Voilà, on pense que compte tenu du temps, du délai entre le démarrage d'une mine et la mise en production, on devrait avoir un marché assez tendu sur le lithium au cours des 3 prochaines années. Alors ça s'est traduit par une hausse des prix, hein, puisque on le voit sur le graphique, le prix a fortement monté au cours des dernières années, il a pris 30% au cours des 12 derniers mois. On pense que le prix va rester élevé encore une fois sur les 2 à 3 prochaines années, pour des raisons de capacité. Vous avez ensuite le cobalt qui là encore n'est pas une ressource rare, en revanche qui pose un problème en termes d'approvisionnement, parce qu'il faut savoir que 60% des réserves de cobalt sont produites en République démocratique du Congo. Donc c'est pas rare, mais c'est concentré. Hein. C'est concentré, c'est une zone qui n'est pas toujours très stable. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur ces 60% de production, vous avez à peu près, on estime, entre 25 et 30% qui vient de mines artisanales. Qu'est-ce qu'on entend par mines artisanales? Ce sont des mines qui font travailler les enfants en gros. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez une très forte demande pour le cobalt, mais vous avez dans le même temps une très forte pression de la part des ONG, des gouvernements et je pense bientôt des consommateurs, afin de s'assurer que le cobalt vient de mines qui ne sont pas des mines artisanales. Donc ça va réduire encore plus l'offre. Le prix du cobalt a doublé au cours de 2017. On pense qu'il va encore monter fortement au cours des 3 prochaines années. Pierre, est-ce qu'on produit suffisamment de batteries pour répondre à la forte demande des constructeurs? Non, on n'en produit pas suffisamment, évidemment. On a à peu près 75 gigawatts aujourd'hui de batteries, si on fait le total de la production. Marché tenu essentiellement par l'Asie, par la Chine et par la Corée. Alors il y a évidemment des grands projets. Le projet de Tesla de la Gigafactory, impressionnant, que vous voyez sur l'image. L'image, oui, parce que c'est pas une photo, elle est en construction. Elle est en construction et elle apportera 35 gigas de capacité supplémentaire. Donc il y a celle-là, et on a une deuxième qui est en construction. Hein. Oui, une deuxième construite aussi par Tesla et qui se situera en Suède. Mais tout ça ne suffit pas et on considère qu'il faudra à peu près 5 usines de la taille d'une Gigafactory Tesla pour faire face au développement du marché du véhicule électrique. Et évidemment, il serait très souhaitable que l'Europe tienne sa place dans le monde de ces Gigafactories. Olivier, dites-nous à présent comment vous investissez sur cette thématique, hein, celle des batteries pour véhicules électriques. Ça vous intéresse beaucoup? Alors on le fait à travers un fonds qui s'appelle Ecofi Enjeux Futurs,
qui est un fonds action international, un fonds ISR, c'est-à-dire un investissement socialement responsable, ce qui veut dire qu'on sélectionne nos valeurs sur deux critères, des critères financiers et des critères extra-financiers, basés sur l'ISR. Donc on travaille en collaboration avec notre équipe ISR pour le choix et le suivi des valeurs. Plus généralement, ce fonds investit sur 6 thématiques qui sont les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, le traitement de l'eau et les déchets, la santé, les services à la personne et l'éducation et la certification. Alors on est bien sûr investi sur les véhicules électriques qui constituent un enjeu dans cette transition énergétique et on est investi très en amont sur la production des matières premières qu'on mentionnait tout à l'heure, les producteurs de lithium. On est actionnaire du leader mondial de la production de lithium qui s'appelle Albemarle. On est également actionnaire d'une société leader mondial de production des cathodes qui est une société européenne, belge, qui s'appelle Umicore, qui remplit à la fois les critères financiers et également les critères d'ISR. Je mentionnais la problématique du cobalt. Umicore a mis en place une traçabilité parfaite de son approvisionnement en cobalt. Voilà, ce qui, à mon sens, constituera certainement une barrière à l'entrée au cours des prochaines années parce qu'on demandera nécessairement aux constructeurs de s'assurer de la traçabilité de leur approvisionnement en cobalt. Parfait, merci beaucoup Olivier pour toutes ces explications. Merci à vous Pierre d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, à suivre la dernière rubrique de cette émission, le vrai-faux de l'ISR. Dans le vrai-faux de l'ISR, tous les mois, on déconstruit une idée reçue. Aujourd'hui, le dialogue n'a pas d'impact. Est-ce vraiment le cas? On en parle donc tout de suite avec Césaré Vitali. Bonjour Césaré. Bonjour. Vous êtes responsable de l'ISR chez Ecofi Investissement. Première question, le dialogue avec les entreprises est-il vraiment utile? Effectivement, certains pensent que le dialogue n'a que peu d'impact sur les entreprises. Chez Ecofi Investissement, on pense au contraire que les dialogues actionnariales, soit les questionnements des entreprises concernant leur politique ESG, environnementale, sociale et de gouvernance, fait partie intégrante de l'approche d'un investisseur responsable. On pense aussi que ces actions sont très complémentaires avec l'analyse quantitative des enjeux ESG qui sont à la base du processus ISR. Nous constatons que les investisseurs sont de plus en plus actifs dans les dialogues avec les sociétés. Les objectifs de ces activités, c'est d'améliorer les performances sociales et environnementales des sociétés, d'augmenter la transparence et de les inciter aussi à adopter les meilleures pratiques en termes de gouvernance. Alors, qui doit se mobiliser en la matière? Dites-nous. Sûrement les citoyens. Aujourd'hui, les citoyens sont de plus en plus engagés au quotidien. C'est ces mêmes citoyens, soit chacun d'entre nous, qui devient l'acteur principal quand ils deviennent actionnaires d'une société. En effet, en tant que propriétaire d'une partie de l'entreprise, l'investisseur a les droits et les devoirs aussi d'exprimer sa propre opinion concernant les politiques de société. Est-ce que vous pouvez nous donner les principales stratégies d'engagement? Les investisseurs peuvent agir à travers plusieurs stratégies. En premier lieu, les investisseurs peuvent voter à l'Assemblée générale des sociétés dont ils détiennent des actions. Les actionnaires minoritaires qui possèdent au moins 0,5% du capital peuvent aussi déposer des résolutions qui seront donc intégrées dans l'ordre du jour des assemblées. Les investisseurs qui vont avoir un impact plus élevé en termes d'efficacité peuvent aussi dialoguer avec les sociétés à travers par exemple des réunions avec les managements et les personnes qui sont chargées d'une thématique particulière comme le développement durable, les relations avec les salariés et la conformité. Ces démarches peuvent être menées d'une manière individuelle ou collective à travers la collaboration de coalitions des investisseurs. Cette dernière stratégie peut avoir un poids et un impact beaucoup plus important. Très bien. Pour finir, Césaré, pouvez-vous nous dire quelle est l'approche d'Ecofi Investissement en termes d'engagement? On peut dire sûrement qu'améliorer les politiques des responsabilités sociales des entreprises fait partie intégrante de l'approche ISR d'Ecofi Investissement. Par exemple, en 2017, on a dialogué avec 5 sociétés françaises imposant des questions concernant plusieurs thématiques environnementales, sociales et de gouvernance comme la transition énergétique, les relations avec les salariés et le respect des droits de l'homme. En 2017, aussi, on a signé 8 initiatives de dialogue collectif et 4 des dialogues institutionnels
opérationnel avec les réseaux internationaux des finances responsables dont ECOFI est signataire, comme par exemple les principes pour l'investissement responsable des Nations Unies. Eh bien, merci beaucoup, Césarée, pour toutes ces explications. Merci, Vincent. Césarée Vitali, je rappelle que vous êtes donc responsable de l'ISR chez ECOFI Investissement. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Actifs pour le futur. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission.